Et l'enchaînement est tout trouvé puisqu'après avoir évoqué cette transition écologique, c'est à une autre transition, la transition numérique qu'on va consacrer donc nos prochains échanges. Il y a de quoi dire et faire surtout. L'intelligence artificielle a-t-elle le pouvoir de combattre les inégalités en faisant disparaître par exemple nos biais cognitifs? Faut-il la voir comme une alliée ou comme une ennemie dans notre combat pour l'inclusion? C'est en compagnie d'Anne-Laure Bonnet qu'on va tenter de répondre à ces questions. Journaliste polyglotte et multitâche, aussi à l'aise en bord terrain que sur cette scène. Bienvenue Anne-Laure et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle transforme nos sociétés à un rythme effréné, promettant de résoudre des problèmes complexes tout en soulevant des enjeux majeurs. Si elle offre des opportunités pour une inclusion accrue, notamment en matière d'accessibilité et d'égalité des chances, elle peut également exacerber les inégalités et marginaliser certains groupes. Ce débat explore une question cruciale. L'intelligence artificielle favorise-t-elle une inclusion augmentée ou risque-t-elle de conduire à une exclusion robotisée? Quel mécanisme peut-on mettre en place pour garantir que cette technologie reste un vecteur d'équité? À nous d'interroger les promesses et les périls de cette révolution technologique. Cette introduction a été écrite par ChatGPT, version publique. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses à peu près correctes avec l'intelligence artificielle version publique. On va donc en parler tout de suite avec Marianne Bitker, directrice des affaires publiques France Digital, Émilie Sidikian, directrice générale de Salesforce France, Johan Titrin, directeur social et environnemental ADECO Group, Julien Nizri, directeur général AFNOR Certification, Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif entreprise SFR. Bonjour. Bonjour à tous. Vous l'avez trouvé comment? C'est plutôt pas mal, c'est correct cette introduction écrite par ChatGPT, version gratuite, version publique. C'est efficace, parfait. Voilà, c'est le terme même, c'est l'efficacité. Comment est-ce que la révolution en cours liée à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle peut aider à l'inclusion économique? Et je parle bien au quotidien. Je vais commencer avec vous, Émilie. Moi, je pense que déjà, c'est plus qu'une transition, c'est une vraie révolution. Et on se rend pas compte, en fait, suffisamment du pas de vitesse. Quand on a eu les smartphones, on avait 2-3 applications sur le téléphone. Maintenant, on en a peut-être 50. En novembre et même en septembre, il y a eu le lancement de Agentforce, par exemple, chez nous, dans notre entreprise aux États-Unis. Et c'est quoi? C'est des agents digitaux qui aident au quotidien des collaborateurs. Et en fait, c'est déjà une réalité dans bon nombre d'entreprises au-delà de l'océan. Et on ne se rend pas compte en fait comment ça va impacter le monde du travail. Et cette révolution, elle n'est pas que dédiée aux entreprises, c'est une révolution de société qui vient impacter tout le monde. Et donc, ce n'est pas tant de savoir est-ce que finalement l'IA va nous exclure ou plus nous inclure, mais c'est l'usage qu'on va mettre en place. Et surtout, est-ce qu'on va devoir changer la formation, l'employabilité pour tous, pour pas justement qu'on ait une fracture encore plus grande dans la société et créer un système à 2 vitesses. Donc moi, je crois beaucoup au fait qu'il va falloir tous ensemble qu'on se pose la question de l'éducation et de la formation qui seront extrêmement clés pour justement remettre tout le monde au boulot, en tout cas avec ces nouvelles technologies. C'est exactement ce dont on parlait juste avant avec vous, Johan. Oui, merci. Et bonjour à toutes et à tous. Oui, je confirme, c'est bien une révolution extrêmement rapide. Et derrière, y compris l'introduction que vous avez faite, ce qu'il y a d'essentiel, c'est le facteur humain. Ce que je veux dire par là, c'est que cette introduction, vous l'avez relue et vous l'avez confirmée. Et donc, cette révolution de l'intelligence artificielle, elle doit nécessairement être inclusive. Ce que disait Jean-Hervé Lorenzi à l'instant, c'est pas peut-elle être, elle doit l'être. Elle doit l'être si on veut qu'elle réussisse, cette révolution, qu'elle soit au service des uns et des autres, de nos organisations, de la société dans son ensemble. Et la condition pour que ça puisse le devenir, c'est qu'effectivement, elle soit complémentaire et elle ne se substitue pas à l'acte humain, la décision humaine. Parce que rappelons-nous, derrière ce mythe un peu de l'IA générative toute puissante, un peu magique, l'IA, elle est conçue et développée par des êtres humains et elle se développera sur des décisions que prendront des êtres humains, donc chacune et chacun d'entre nous. Donc c'est
au sein de nos activités pour le groupe Adecco pour me présenter. Et effectivement, dans les décisions, dans un process de recrutement, dans le développement des carrières, il y a aujourd'hui beaucoup d'applications, on y reviendra, et de développement d'intelligence artificielle qui permettent de gagner en efficacité, mais derrière lesquelles nous avons cette conviction et ce principe de décision humaine. Derrière chacune des applications, quand on développe une application qui permet d'accélérer, de faciliter la rédaction d'une offre d'emploi, la relecture, la décision de la publication de cette offre d'emploi générée par une intelligence artificielle, elle reste de l'ordre du facteur humain. Et ça nous semble être un principe tout à fait fondamental pour réussir la transition de l'intelligence artificielle. Emmanuel, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette façon dont l'intelligence artificielle peut aider à l'inclusion économique, et j'insiste encore, au quotidien. Je pense qu'il y a on est dans une compétition qui est mondiale. Et la France a un énorme atout, c'est sa connectivité. On a près de 90%, 95% bientôt des particuliers, des foyers, des entreprises qui ont accès à la fibre. On a tous accès à la 4G, à la 5G. Et donc, on a cette opportunité de donner à l'ensemble des entreprises, des utilisateurs et des particuliers la possibilité d'utiliser l'IA pour se différencier au quotidien. Donc, il y a souvent une notion de fracture numérique. On a lutté pour la faire tomber et je pense qu'elle est gommée globalement. Maintenant, le sujet, c'est qu'on peut utiliser cette opportunité pour se différencier sur un marché mondial qui est extrêmement compétitif. Et je pense que la France est prête pour le faire. Maintenant, on s'est connecté, on a du compute, on sait amener la donnée. L'enjeu, c'est de former les gens dans l'entreprise, mais également dans les foyers. Donc, il y a un vrai sujet d'éducation pour qu'ils puissent être compétitifs sur ce marché mondial. Je vais rester sur ce sujet, justement. Et comment est-ce qu'on fait en termes d'infrastructure, et c'est une responsabilité vôtre, entre autres, les infrastructures digitales et les infrastructures de formation pour que l'IA soit vraiment un outil d'inclusion. Parce que si on ne monte pas dans le train de l'IA, quelque part, ça va être un nouveau frein à l'inclusion. On va être exclu. Comme je le disais, aujourd'hui, on a 99,9% de la population qui a accès à la 4G. Donc déjà, l'IA, on peut l'utiliser depuis son téléphone portable. On a près de 90% des foyers qui ont accès à la fibre, donc on peut utiliser l'IA depuis n'importe où. On sait héberger des données. Alors ça amène aussi des sujets de RSE, parce qu'on va consommer beaucoup de données. Mais si on regarde tout ça d'un prisme opérateur, depuis 6-7 ans, on fait grandir nos réseaux pour absorber le trafic des plateformes, de Netflix, etc. Mais la révolution de demain, c'est de pouvoir faire grandir nos réseaux pour absorber ces flux de données qui vont être amenés par l'intelligence artificielle. Donc c'est pas un sujet de technologie, c'est un sujet de société, c'est un programme de formation. Je pense que toutes les entreprises qui sont autour de cette table ronde forment leurs collaborateurs, apportent des éléments pour que chacun puisse l'utiliser au quotidien. Il y a aussi un enjeu de société, comment on forme les jeunes aujourd'hui, les étudiants, au lycée, au collège, pour que l'IA ne soit plus un élément de confrontation entre les professeurs et les étudiants, mais un vrai élément pour venir sur le marché du travail demain et être extrêmement compétitif, qu'on soit issu des Tours, des Bourgs, de France ou d'ailleurs. Marianne, cette responsabilité de la formation, vous y êtes particulièrement sensible chez France Digital? Oui, bien sûr. Je vous parle avec non seulement la casquette France Digital qui représente les startups françaises, mais aussi avec la casquette du Conseil économique, social et environnemental, avec lequel on est en train de produire en ce moment justement un avis avec de la participation citoyenne. On a eu 12 citoyens tirés au sort pour travailler avec nous, justement pour savoir comment est-ce qu'on met l'IA au service de l'intérêt général. Et dans ce cadre-là, on a balayé un peu tous les sujets, que ce soit l'application de l'IA dans la santé, dans l'éducation, dans l'emploi, dans l'entreprise, etc. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de fracture numérique. C'est vrai que l'accès au matériel, l'accès à l'infrastructure est beaucoup moins un sujet. Il restera toujours un dernier kilomètre à faire, mais maintenant, l'enjeu, c'est de l'adoption. Et aujourd'hui, on a par exemple 31% des Français qui se sentent éloignés du numérique. Maintenant, on parle d'éloignement numérique pour qualifier les personnes qui ont l'impression que le numérique, et en ce compris l'IA, ne permet pas, n'arrive pas à avoir les opportunités de saisir justement les opportunités du numérique et de l'IA. Et donc l'enjeu est évidemment un sujet de formation. Et la question, c'est sur qui est-ce qu'on se place aujourd'hui pour mettre, sur qui est-ce qu'on repose la charge de la formation? On peut se dire que parce que les éloignés du numérique, donc quand même 31% des Français et des Françaises,
Une grande partie de ces gens-là sont en emploi, donc effectivement, il y a un rôle à jouer de la part des entreprises. Il y a aussi un rôle à jouer peut-être des conseillers numériques au sein des maisons de France Service. Selon juste petit point d'actualité, on a aujourd'hui 4000 conseillers numériques dont le prochain budget pourrait retomber à 1500, alors même qu'on a toujours 31% des Français qui sont éloignés du numérique. On peut aussi reposer ça sur les travailleurs sociaux, sur les aidants, mais en fait, ce sont quand même des gens qui ont d'autres tâches à accomplir. Et donc, il faut les former eux aussi. Il faut les former aussi. Donc finalement, je pense que la responsabilité, elle est vraiment collective. Et en plus de cette responsabilité sur la formation, il y a aussi un enjeu à embarquer l'ensemble de l'économie pour adopter l'IA. Et c'est là aussi où on voit que, en France, mais un petit peu partout en Europe, en fait, le degré de digitalisation et de la capacité des entreprises à appréhender l'IA et donc la mettre au service de leurs employés et donc des citoyens et des citoyennes est assez différente selon la taille des entreprises, selon leur capacité à pouvoir intégrer l'IA en fonction de comment est-ce que tous les jeux de données sont bien structurés, etc. Donc l'enjeu étant donc de faire de cette intelligence artificielle un outil vraiment au service de l'intérêt général et pas limité à certains ou certaines et la conséquence serait de venir renforcer encore les inégalités, quoi. Alors ça, c'était pour la question de la formation, mais il y a aussi la question de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut garantir que son utilisation et qu'elle-même est bien inclusive et non exclusive? Il y a aussi la question des biais. Oui, tout à fait. En fait, il faut accepter quelque chose, c'est que l'IA est biaisée. De fait, elle est biaisée par ses algorithmes et par ses jeux de données. Mais on a tous un biais, qui est notre biais cognitif, c'est notre cerveau. Donc en fait... ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire par là que c'est pas grave que l'IA soit biaisée parce qu'on est nous-mêmes biaisés, mais ça veut dire que, on admet que l'IA est biaisée, donc on peut l'améliorer. Donc on peut travailler sur les jeux de données, soit pour les anonymiser, soit pour les pseudonymiser, soit pour réduire encore les biais. On peut travailler aussi sur une chose qui s'appelle les données synthétiques, donc c'est des données artificielles pour encore renforcer la vie privée. Et on peut travailler sur les algorithmes qui sont ces critères de choix qui vont venir pondérer les décisions mathématiques qui sont prises quand l'IA se crée et fonctionne. Et donc en fait, il y a plein de manières d'agir pour débiaiser l'IA à partir du moment où on accepte qu'effectivement, à l'origine, il y en a. Alors, il y a des biais, ça sous-entend qu'il faut de la réglementation du côté de l'AFNOR. J'imagine que c'est une vraie question. Alors, tout à fait. Juste quelques remarques. Vous avez évoqué la question de la sidération finalement qu'a pu créer chez beaucoup d'entre nous l'irruption de l'IA. Moi, je voulais juste insister sur le passage de l'objet au sujet. Jusqu'à présent, l'IA, c'est pas nouveau. On utilisait de l'IA à travers les filtres de spam, à travers beaucoup de choses. Et avec ChatGPT, il y a pile 2 ans, tout à chacun, on a pu devenir sujet de l'IA. On a pu se sentir un peu démiurge et utiliser de l'IA au quotidien. Et avec vraiment un changement de paradigme. Et pour autant, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il y avait énormément de réflexions au niveau mondial, au niveau de l'OCDE, de l'ONU, au niveau de groupes privés et publics, sur les enjeux éthiques de l'IA. Et un des sujets qui est intéressant, c'est que, privés comme publics, les acteurs se retrouvent autour d'enjeux de non-discrimination, d'importance de la dignité humaine et d'importance, encore une fois, de l'éthique. Mais on voit bien qu'au quotidien, la notion même d'éthique et de ce qu'elle recouvre dépend en fait des pays, des appropriations, des cultures. Et finalement, l'IA, et on en parlait, les biais, nous force, par rapport à des programmations, par rapport à des paramétrages, à objectiver des notions d'éthique. Par exemple, sur la reconnaissance faciale, et c'est un sujet notamment en recrutement ou notamment pour la surveillance policière, on n'a pas du tout la même approche au niveau européen qu'on va pouvoir l'avoir au niveau de l'Asie, par exemple. À ce titre-là, donc, il y a des réglementations qui existent et il y a des normes. Au niveau de la réglementation, vous avez en particulier l'IA Act qui a été élaboré et qui est en application maintenant, qui insiste sur l'importance de mettre en œuvre une prévention des biais proportionnelle à l'enjeu. On ne va pas avoir la même réglementation et les mêmes enjeux pour un filtre anti-spam et pour des mesures, par exemple, qui sont strictement interdites. L'IA Act note 4 niveaux. Les IA interdites, par exemple, il est interdit d'utiliser l'IA pour faire de la manipulation d'un collaborateur.
sans plaisanter, c'est-à-dire pour l'inciter lors d'une réunion ou lors d'un échange à accepter une rémunération qui ne serait pas la bonne. Enfin, la manipulation est interdite. La notation sociale, encore une fois, l'IACT, c'est en Europe, hein, la notation sociale, le credit score est interdite, enfin le score social, comme on peut l'avoir en Asie, dans certains cas, est interdit. Et la surveillance biométrique, dans le cadre général, est interdite. On sait bien qu'elle a été utilisée pour les Jeux Olympiques. Elle est autorisée sous certains contrôles très stricts. En revanche, et là on en arrive au sujet RH, on distingue les IA à haut risque, et tout ce qui est RH est en général à haut risque. Par exemple, l'analyse par IA des CV, l'évaluation de compétences, la promotion, l'assistance juridique à un licenciement. Tout ça, on a c'est une IA à haut risque. Et dans ce cas-là, ce qui est strictement encadré, c'est l'idée qu'on doit avoir tout d'abord, bien sûr, une transparence. Transparence au sens de l'information obligatoire de celui qui est objet, cette fois, de l'IA, qu'il y a eu recours à de l'IA. On doit avoir, et là, ça a été, vous l'avez dit, la notion de explicabilité. Alors, je voudrais juste faire un tout petit point là-dessus. En IA, on va distinguer l'IA symbolique et l'IA connexionnelle. Sur une IA symbolique, vous allez avoir finalement, on est proche un peu d'un raisonnement de ce qu'on faisait depuis longtemps. On fait des algorithmes et on a une entrée, une sortie, et on sait à peu près expliquer comment on est passé de l'entrée à la sortie. Sur les IA à haut risque, on doit être capable d'expliquer le plus possible. ChatGPT n'est pas une IA symbolique. ChatGPT, comme beaucoup d'IA, c'est une IA connexionnelle, avec des réseaux neuronaux profonds. C'est ce qu'on appelle une boîte noire. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, et on peut à peu près interpréter. Donc l'exigence aussi au niveau de l'IACT, c'est cette notion d'interprétabilité à minima. Et donc, juste pour conclure sur ces SPRH, je voulais juste donner quelques exemples de biais, et vous l'avez vraiment dit, le biais extrêmement important sur l'entraînement des données. Aujourd'hui, l'entraînement des données est un sujet majeur pour ces IA. Amazon, par exemple, avait été retoqué puisque le data lake qui était utilisé, toute la base de données, c'était essentiellement des hommes qui avaient été recrutés, et donc l'IA perpétuait ce biais de recrutement. De même, en médecine, aujourd'hui, l'IA l'IA profonde permet d'améliorer de façon extrêmement forte les diagnostics, mais les bases d'entraînement sont essentiellement nord-américaines sur des hommes caucasiens. Donc si vous êtes une femme africaine, la détection de votre mélanome ne sera jamais faite, ou avec un biais vraiment très fort. Donc on a vraiment un enjeu, et vous l'avez dit, de human in the loop et reinforcement learning by human feedback, c'est-à-dire l'être humain doit être présent pour corriger les biais et pour rééduquer la machine. Et ça, c'est vraiment essentiel en termes d'IA et d'éthique par rapport à la machine. Je suis presque terrifiée, mais de votre côté, chez Adecco, est-ce que cette utilisation, donc il y a ces normes-là, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous en avez des supplémentaires? Est-ce que la question se pose de cette IA qui pourrait être exclusive du fait de ces biais? Ça serait déraisonnable de dire le contraire. Bien sûr qu'on a ce principe à la fois d'humilité, je pense, parce que face à cette déferlante d'intelligence artificielle, la rapidité de cette révolution, je pense qu'il faut avoir de l'humilité de se dire que ce qui fonctionne peut-être aujourd'hui, et bien c'est même pas dans quelques années, mais peut-être dans quelques mois, sera obsolète. Donc il faut avoir un principe d'humilité et puis un principe effectivement de prudence quant à ce qu'on développe, avec encore une fois et toujours ce principe de mettre l'humain décisionnaire de chacun ou chacune des développements qu'on peut réaliser. Je vais prendre peut-être des exemples. Je pense notamment à un exemple d'un système qu'on a mis en place de job post. On parlait des biais. Effectivement, l'humain est constitué de biais. Donc avant même de parler d'intelligence artificielle, l'humain, déjà dans la phase de recrutement, on pouvait s'exposer aux biais. Dans une autre façon, en tout cas un des biais qui peut exister, est aussi l'autocensure que chacun et chacune d'entre nous, et je pense notamment quand on parlait des jeunes qui sont en recherche d'emploi ou qui se projettent demain dans leur futur, qu'ils soient des tours ou des bourgs, ces jeunes-là n'ont pas le réseau, ça a été dit, etc., etc., donc ne se représentent pas un certain nombre de métiers ou un certain nombre de possibilités qu'ils auraient
parce qu'ont ont intégré, internalisé un certain nombre de censures, de se disant, moi qui suis comme ci ou comme ça, je ne pourrais pas prétendre à travailler dans une banque, je ne pourrais pas prétendre à rejoindre un grand opérateur du numérique ou du digital. Les biais. Et voilà, et ces biais-là, les candidats se les appliquent aussi. Et donc l'application qu'on a mise en place, eh bien, elle va analyser les informations d'un candidat pour aller au-delà du CV, rechercher et proposer, suggérer, encore une fois c'est une suggestion, mais un certain nombre de pistes d'orientation auxquelles la personne spontanément n'aura pas pensé pour elle-même. Parce que la compétence ou le diplôme qu'elle a suivi, voilà, un diplôme en France, hein, c'est un diplôme, une école et donc un métier, mais en fait il y a un grand nombre de compétences aujourd'hui qui sont transversales et qui peuvent être mobilisables dans d'autres métiers sur lesquels peut-être la personne n'a pas cette représentation. Et donc quand on est intermédiaire sur le marché de l'emploi, comme on est au sein du groupe Adecco, on se donne cette responsabilité-là aussi, non seulement de combattre les biais, mais aussi d'ouvrir un certain nombre de représentations auprès des personnes qui sont en recherche d'emploi pour leur dire, voilà, vous avez peut-être des pistes, nous avons peut-être des pistes d'emploi ou de formation ou de réorientation à vous proposer, qui ne sont pas celles qui vous viennent spontanément à l'esprit, mais dont nous on pense que vous avez le potentiel ou un certain nombre de compétences et qu'avec un petit surplus de formation, eh bien, on pourra vous amener à ce type de métier. Donc ça, c'est pour donner une illustration. Et puis j'en donne une deuxième avec un modèle qu'on a développé, le CV Maker, un CV Maker inclusif, donc un générateur automatique de CV. Et on est parti de ce constat assez simple et assez basique que, en fait, faire un CV et disposer d'un CV professionnel n'est pas chose aisée pour tout à chacun. Nous ne sommes pas toutes et tous égaux du fait, encore une fois, de tout ce qui a pu être dit depuis ce matin. Et donc là, on a mis de la reconnaissance vocale, on a mis de l'intelligence artificielle et ça permet à tout à chacun, en accès libre sur le site Adecco, eh bien d'énoncer son parcours avec une reconnaissance vocale, et l'intelligence artificielle va suggérer un modèle de CV professionnel que la personne, le candidat, la candidate va pouvoir amender selon que le résultat lui convienne ou un peu moins. Et donc va toujours garder la main, encore une fois ce principe, hein, l'humain au centre, mais on met à disposition, et ce frein-là, parce que c'était notre réflexion, était de se dire que dans le processus de recrutement, c'est quand même assez terrible de se dire qu'au démarrage, à la première étape, au CV, on a des personnes qui déjà perdent des chances dans un processus de recrutement sur une étape qui devrait être aussi basique et aussi accessible à chacun et chacune. Et donc, on a mis en place ce CV Maker. C'est accessible, je l'ai dit, c'est plus de 15 000 personnes qui, chaque mois, l'utilisent. Et on l'a pensé pour... et c'est un message, je pense, qui est vrai pour à peu près tout, en tout cas, toutes les innovations en matière d'inclusion. On l'a pensé en ayant en tête des personnes qui ont plus de difficultés ou ont moins de chances que d'autres qui n'ont pas le réseau, etc. Et donc de leur proposer cet outil-là. Et on se rend compte en fait que l'inclusion, pour répondre aux besoins d'un type particulier d'un candidat, eh bien en fait, elle couvre et elle répond à un besoin en fait qui est celui d'un très très grand nombre de candidats. Émilie, c'est particulièrement important de quelque part cette formation presque à savoir se présenter à l'IA. C'est aussi le candidat, il doit savoir échanger, il doit savoir utiliser l'IA. Ça fait partie aujourd'hui des formations qui sont nécessaires. Alors, moi, je ne suis pas terrifiée, mais je ne suis pas naïve. Donc, je vais juste reprendre 2 secondes de ce qu'on vient de se dire. Je trouve ça très juste. C'est que déjà, l'IA, effectivement, ce n'est pas nouveau, mais il y a eu un pas d'accélération. Première phase de l'IA, c'est de l'IA prédictif, basé sur des modèles statistiques. Si on reprend la répartition homme-femme de rien que sur l'emploi ou sur le problème d'inclusion sur l'emploi, si on prend un modèle statistique, il peut déjà être biaisé. C'est une réalité. Donc en fait, c'est comment on implémente ça. Seconde phase, qu'est-ce qui est arrivé? C'est de l'IA dite générative, de copilote. C'est ce qu'on a vu sur les 2-3 dernières années. Ça veut dire quoi? C'est que là, cette fois-ci, je pose une question et je suis capable d'avoir une réponse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec l'usage des téléphones et d'Internet et des réseaux sociaux, on a eu de plus en plus de données accessibles exponentielles. Et c'est les données qui ont fiabilisé l'IA. Il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de données, hein, donc c'est simple. Donc c'est pour ça qu'effectivement, depuis 2-3 ans, on a vu que l'IA pouvait être pertinente. Là, on est dans une 3e génération qui arrive, où cette fois-ci, c'est pas juste je pose une question et j'ai une réponse, c'est qu'il y a la capacité de l'IA à interpréter, à raisonner, à planifier, à proposer non seulement une réponse, mais également une action. Et là, c'est à nous de savoir, est-ce que je
j'exécute l'action? Est-ce que je la laisse s'exécuter, par exemple, notamment dans des centres d'appel, pour pouvoir appeler en 24/24, 7 jours sur 7? Et voilà, c'est juste pour redonner un peu l'histoire de ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est une vraie révolution? Parce que ça change tous les métiers et ça impacte toutes les industries. Maintenant, si on reprend les cas d'usage, on n'est pas naïf. Oui, il y a des biais. Et les biais, c'est quoi? C'est je prends mon Face ID, j'ai une couleur marron au démarrage, il faut être clair, on n'était pas reconnu sur son téléphone. Donc il y a des cas où des personnes se maquillaient pour se blanchir la peau pour pouvoir être reconnues sur le Face ID. Ça, c'est un problème de quoi? C'est un problème de développement informatique. Ça veut dire qu'il y a deux catégories. Il y a la tech, le développement de la tech, les entreprises de la tech qui doivent porter la responsabilité justement de ce développement pour qu'elles soient inclusives et qu'elles puissent éviter les biais. Est-ce qu'elles sont parfaites? Non. Est-ce qu'elles sont en cours d'amélioration? Oui. Et du coup, effectivement, on a, si vous prenez, moi-même, je suis marron, donc mon Face ID fonctionne, mais il faut continuer à l'améliorer. Après, il y a des histoires qui sont positives. Dans les histoires positives, c'est quoi? C'est l'accélération de la recherche sur les médicaments. C'est le diagnostic de santé qui peut être amélioré. C'est le fait de pouvoir justement accéder à l'emploi différemment, parce qu'on est encore dans un pays où si on a son CV, comme tu le disais, et puis d'ailleurs son diplôme, hein, et on peut aller, non mais il faut le dire, on peut être au-delà de son diplôme. Moi, je prends l'exemple d'un Salesforce, qu'on ait fait Polytechnique ou qu'on ait un bac pro, vous avez un process de recrutement qui dure 6 mois, qui est le même pour tout le monde, où on utilise effectivement, entre guillemets, de l'IA générative au démarrage pour capter vos valeurs, pour capter en fait la manière dont vous abordez aussi la vie, c'est quoi votre moteur au quotidien, qu'est-ce qui vous fait lever le matin, vous rentrez dans le process ensuite avec un panel, donc c'est un jury, c'est un petit peu long, ça vous permet aussi d'aborder différentes personnalités de l'entreprise. Par contre, une fois que vous avez votre contrat de travail, je peux vous dire que vous avez le même salaire, quelle que soit votre école. C'est un choix. Bon. Aujourd'hui, il y a encore 150 000 offres d'emploi en France sur lesquelles on n'arrive pas à trouver des candidats. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un candidat qui est, je suis une PME, je mets une offre d'emploi et je suis au bout de la rue, donc je trouve quelqu'un. Bah, si je n'ai pas le mouton à 5 pattes, bah, en fait, aujourd'hui, les agences d'emploi, alors je prends France Travail ou l'exemple d'Adecco, ont travaillé pour aller chercher des candidats un petit peu plus loin. Et du coup, accélérer le matching. Et donc, c'était d'agir en deux sens. On est au-delà de son CV et offrir plus de possibilités. Et de l'autre côté, bah, comment je fais pour trouver le bon candidat au bon moment pour justement arriver à amener plus de gens à l'emploi. Donc ça, c'est l'usage technologique, c'est ce qu'on en fait, nous, en tant que manager, en tant qu'entreprise, sur son usage. Il y a un second point que vous l'avez cité, c'est la formation. Sur la formation, aujourd'hui, moi, j'entends le discours qu'on entend et j'aime bien aussi mettre les pieds dans l'emploi. On dit toujours, l'IA, France, terre d'innovation, on a des super ingénieurs. Okay. Donc en fait, si on prend les polytechniciens qui seront capables de faire du Mistral, on en a, et heureusement, c'est super, on a Arthur et les autres. Voilà. Par contre, on a aussi plein de gens en France. Quand on prend la place de la France versus l'Allemagne, aujourd'hui, la France, on a quelque part une meilleure croissance par rapport à l'Allemagne, mais vous regardez le chômage, on a plus de chômage en France qu'en Allemagne. Et ça, c'est en fait une inversion d'équation qu'il faut qu'on arrive à effectuer. Et quand on prend le chômage, 7,5%, qui en pâtit en France? Ce sont les jeunes. Plus de 16% sans emploi, ce sont les jeunes. Et moi, je reste encore, alors pour le coup, effarée, voilà, là je peux le dire. Pourquoi? Parce que quand on parle d'IA dans l'éducation nationale et dans l'école publique, eh ben, en fait, souvent, les premiers cours, ils arrivent en terminale. Et moi, je pense qu'on est en train de former justement aussi nos enfants et la nouvelle génération au monde d'hier et pas au monde d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas le monde de demain, c'est déjà le monde d'aujourd'hui. Donc, il y a effectivement des actions à entreprendre. En tant qu'entreprise, on se doit effectivement de faire en sorte qu'on engage sur la formation pour nos salariés, pour les candidats. Si je prends mon cas, on a une plateforme de formation, on a 100 000 apprenants en France, c'est gratuit, c'est multilingue, donc ça touche tout le monde, ceux qui veulent. Donc allez-y, ça s'appelle Trailhead. Après, on ne peut pas faire tout seul, donc il va falloir se mettre dans un consortium. Aujourd'hui, c'est Mosaïque. On fait aussi des partenariats avec Mosaïque. Adecco, on est aussi en partenariat. On essaie de mettre cette logique-là pour faire en sorte d'avancer, en tout cas, le quotient technologique pour tous, et je pense qu'on ne perdra pas son emploi ou on ne gagnera pas un emploi à cause de l'IA, mais plutôt si on saura l'utiliser. Donc voilà mon point de vue. Alors, il nous reste quelques secondes, on va faire très très vite pour cette dernière question qui s'adresse à tous. Si vous deviez chacun prendre une mesure, une décision qui permettrait d'aller vers une inclusion augmentée, quelle serait-elle? Quelle serait cette mesure ou cette décision? Qui veut commencer?
Je vais conclure et en profiter pour du coup évoquer mon dernier point que je n'avais pas évoqué, c'était, et ce serait l'occasion, la suggestion, les labels égalité, les labels diversité. Parce que j'ai beaucoup parlé de réglementation, mais l'AFNOR, c'est des normes volontaires où les parties prenantes, les experts, la société civile se retrouvent pour élaborer et trouver des consensus. Et pour le compte de l'État, AFNOR Certification met en œuvre 2 labels qui sont le label égalité, le label diversité, et qui ont un cahier des charges spécifique pour inciter les entreprises à mettre en place toutes les mesures qui favorisent la diversité et aussi à mettre en place toute la régulation, y compris humaine, pour l'intelligence artificielle et vérifier qu'on n'a pas ces biais de recrutement, qu'on a bien ces renforts par le contrôle humain et qu'on le fasse tant qu'à faire avec une IA qui est respectueuse aussi. On a parlé de RSE, de l'environnement. Ça, c'est notre norme sur l'IA frugale. Donc, on a tous ces sujets en tête. Donc, ça serait, s'il y avait une chose à faire, labellisez-vous égalité-diversité. Emmanuel ? J'en prends 2, mais très vite. Très La vite. première, c'est qu'on est partenaire de Mosaïque au travers de la Fondation. Mais on a aussi participé à la création d'Emmaüs Connect, où on a formé 135 000 personnes au numérique. Et je pense que l'enjeu de demain, c'est de les amener aussi vers l'intelligence artificielle, apprendre à l'utiliser. La deuxième, c'est qu'on a 26 millions de clients, et je pense qu'on a une relation privilégiée au quotidien, et on peut l'utiliser aussi pour accompagner les Français pour se former à l'intelligence artificielle. De mon côté, ce sera de fonctionner en écosystème, c'est-à-dire que là, la représentativité est assez forte entre les entreprises, le tissu associatif, les citoyens, les citoyennes. Je pense qu'on n'aura pas une IA au service de l'humain si elle n'intègre pas l'ensemble des composantes de la société française. 3 fois la formation de ceux qui développent ces intelligences artificielles, et on sait pourquoi. La formation de ceux et celles dont le métier va être impacté, et puis la formation de l'ensemble des salariés des entreprises. Alors en fait, tout a été dit, mais je vais en rajouter d'autres, du coup. Bien sûr. Donc effectivement, je pense que représentativité au niveau du développement de la technologie, puisqu'en fait, les modèles d'IA, c'est nos valeurs républicaines, donc il faut qu'on s'assure qu'elles soient bien retranscrites. Le second point, je reviens sur l'école. Moi, je mettrai des cours d'IA et je remettrai des cours d'histoire et de philo. Pourquoi ? Parce que quand on utilise de l'IA, bon, c'est un, il faut savoir l'utiliser, mais 2, il faut garder son libre arbitre. Et le libre arbitre, il se gagne quand on sait ce qui s'est passé et quand on sait raisonner. Et je pense que je le mettrai. Et le 3e point, c'est effectivement la partie écosystème sur la formation pour tous. Merci beaucoup, merci à tous les 5. Je ne suis plus du tout ni terrifiée ni effarée. Je suis très enthousiaste de monter dans ce train de l'IA qui va à toute allure. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Laure. Merci beaucoup Anne-Laure Bonnet, merci à vos intervenants, c'était passionnant.